Très bien, donc bonjour à tous, merci d'être présents. Avant toute chose, donc, je tiens à remercier le groupe Vieillissement et Société du réseau Jeunes chercheurs en santé et société pour l'organisation de cette journée d'études dont l'intitulé « Peut-on se passer de l'EHPAD ?» résonne fortement avec l'actualité, comme l'a dit la directrice de l'ANSAP, mais surtout avec les questionnements, à mon avis, des sujets âgés et de leurs proches qui, comme le montrent la plupart des études, consentent rarement de bon gré à une entrée en institution, il faut bien le dire. Il s'agit dans cette session introductive d'explorer les notions qui ont été, qui sont ou qui pourraient être mobilisées pour penser l'EHPAD, éclairer dans un premier temps la réticence des personnes concernées à travers les concepts d'institution totale ou disciplinaire, mais aussi envisager un repositionnement plus désirable à travers le concept d'hospitalité. Pour cela, je suis heureuse d'accueillir nos deux intervenantes, Perle Moret, doctorante en sociologie au laboratoire CERMES à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, boursière de la Fondation Médéric Alzheimer, qui présentera une réflexion sur les concepts sociologiques reflétant les tensions en EHPAD entre la liberté, qui, rappelons-le, est un droit fondamental constitutionnel, et la sécurité, qui répond au principe de précaution. Il s'agit d'un extrait de sa thèse qui étudie les technologies de géolocalisation en établissement et leurs promesses de conciliation entre liberté d'aller et venir et protection des personnes considérées comme vulnérables. Notre deuxième invitée, Manon Labarchette, qui organise aussi ce colloque, est architecte et doctorante en sociologie au laboratoire Pavé, comme ça a été dit, ici même à l'ANSAP, et également lauréate de la bourse doctorale de la Fondation Médéric Alzheimer. Il s'agira à travers son intervention d'explorer la notion d'hospitalité qui peut se présenter comme une alternative à celle de disciplinaire, avec un double regard sociologique, mais aussi spatial, de par son statut d'architecte. Donc nous vous écoutons. Je vous rappelle donc que vous disposez de 20 minutes chacune. Je vous remercie de respecter ce temps et on procédera après à des échanges avec la salle. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Non, là c'est mieux. Oui. Alors, je remercie chaleureusement les organisateurs pour la tenue de cette belle journée d'études. Je suis donc Perle Moret, doctorante en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, sous la direction conjointe de Catherine Le Gallès et de Marc Bessin. Effectivement, donc, comme l'a rappelé Fanny Cérez, je fais ma thèse sur les technologies de géolocalisation utilisées en EHPAD. Et cette entrée par les technologies me permet d'analyser la tension existant entre la liberté de circuler des résidents et l'assurance de leur liberté à garantir. Mais je vous soumets aujourd'hui une communication qui s'intitule, pour paraphraser donc le titre de cette manifestation, « Peut-on se passer des concepts d'institution totale et disciplinaire pour penser l'EHPAD ?» Analyse d'une controverse sociologique. Donc je précise que, contrairement à ce que j'avais annoncé, et faute de temps, j'ai recentré ma communication donc, sur les termes de cette controverse et j'ai laissé un peu de côté l'idée de vous développer le positionnement théorique de ma thèse et les concepts que je mobilise dans ce cadre. Ainsi, donc, je me concentre dans cette communication sur les différents usages et non-usages des concepts d'institution totale développés par Erving Goffman en 1968 dans Asile et d'institution disciplinaire construits par Michel Foucault en 1975 dans Surveiller et punir. Je vais faire ce travail dans les recherches sociologiques qualitatives francophones qui portent sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées. Autrement dit, donc, il s'agit de mener une sociologie de la controverse scientifique, ici sociologique, au sens de Cyril Lemieux. Donc, je vais montrer, grâce à l'élaboration d'une typologie, que si les concepts d'institution totale et disciplinaire sont bien des vulgates ou des spectres, pour reprendre donc les expressions respectives d'Isabelle Malon et Iris Leuffeyer, les usages de ces concepts aujourd'hui ont des modalités très variées et que certains travaux récents tendent à s'affranchir totalement de ces références. Donc, ma communication s'articule en 4 temps. Premièrement, donc, je définirai très brièvement les institutions totales et disciplinaires. Deuxièmement, je décrirai la méthodologie que j'ai mise en œuvre pour construire donc, la typologie que je vais vous présenter. Et je présenterai également l'obédience théorique dans laquelle se situe ce travail.
Troisièmement, j'expliquerai pourquoi, dans le cadre de mon sujet de thèse, c'était particulièrement intéressant et important de revenir sur les termes de cette controverse autour de ces concepts. Et quatrièmement, évidemment, je présenterai la typologie et je donnerai à chaque fois, parce que je donnerai 2 exemples de travaux qui se situent dans cette typologie. Enfin, un ou deux exemples. Donc, très brièvement, les institutions totales, au sens de Goffman, ce sont, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, des lieux de résidence et de travail où un grand nombre d'individus placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. Goffman convoque les exemples des couvents, des internats, des hôpitaux, des prisons et des casernes, des foyers fermés ou encore des navires de mer, mais il mobilise aussi fréquemment les cas extrêmes des camps de prisonniers ou de concentration. Les institutions disciplinaires de Foucault sont des figures de couvent, de l'école, de l'usine, de l'hôpital, de la prison ou encore de l'armée. Selon Muriel Darmon, je cite, « Au-delà des différences entre ces 2 notions, elles ont en effet en commun d'insister sur le pouvoir détenu par l'institution et exercé sur l'individu, qui se manifeste par un double plan, dans la capacité à faire quelque chose à l'individu, mais surtout à le faire, à fabriquer un type d'individu particulier, ainsi que dans le mode de gestion des populations ou du matériau humain qui s'y déploie et qui est explicitement contraignant ou autoritaire, et le plus souvent éprouvant pour ceux qui y sont soumis. » Ça, c'était pour les quelques définitions. Donc, pour construire la typologie que je vous ai présentée, je vais effectuer une revue de littérature qui prend en compte 28 références francophones de recherche en sciences humaines et sociales, dont la grande majorité sont issues de la sociologie qualitative, mais quelques travaux sont issus de l'ethnographie, de l'anthropologie, de la géographie, de la psychologie ou de la gérontologie sociale, ou croisent ces différentes disciplines à partir des années 2000. Donc le tableau que vous voyez, c'est tous les travaux que j'ai étudiés en fonction de la catégorie de la typologie que je vais vous présenter. Mais je sais que vous ne voyez rien, je vais développer. Ne vous inquiétez pas. Donc, l'étude de cette controverse se fait dans la continuité des travaux initiés par Isabelle Malon dans plusieurs textes de 2001, 2004, 2014, 2015, et par Iris Lefeyer dans le livre extrait de sa thèse, donc qui date de 2015. En quelques mots, pour revenir sur le travail d'Isabelle Malon, elle montre qu'il y a 2 perspectives principales dans les travaux sociologiques sur les maisons de retraite. La première est clairement inspirée des travaux d'Erving Goffman et de Michel Foucault, et s'attache à penser, grâce à ce qu'elle appelle une focalisation externe aux personnes âgées prises en charge, la manière dont les institutions d'hébergement pour personnes âgées modèlent la vie quotidienne et construisent les parcours de vieillissement de leurs pensionnaires. Donc c'est l'institution qui modèle les individus. La seconde perspective se différencie donc des approches goffmaniennes et foucaliennes et souhaite, donc, dans une focalisation externe aux résidents, comprendre les manières dont il est possible de, je cite, recréer un chez-soi en maison de retraite selon les conditions sociales différenciées des personnes accueillies. Cette perspective est défendue, comme la plupart d'entre vous le savent, par la thèse d'Isabelle Malon. Et l'auteur défend que les maisons de retraite ne sont pas, je cite là encore, des institutions totales, des lieux de relégation ou de mort sociale, mais qu'elles sont des lieux de vieillissement dans toute leur diversité. En outre, ces établissements ne peuvent être des institutions totales du fait de la présence des familles qui, je cite, est incompatible avec l'institution totale. Donc, pour rompre avec les analyses goffmaniennes et foucaliennes, l'auteur propose une posture qui vise à sortir du, je cite là encore, prisme théorique de la domination et du contrôle par l'institution sociale, afin de saisir d'autres logiques moins immédiatement accessibles à l'observation qui gouvernent la définition de la situation. Pour cela, elle analyse la vie en maison de retraite par le bas, c'est-à-dire en adoptant le point de vue des personnes âgées hébergées grâce à la méthode de l'entretien sociologique. Donc il s'agit, à l'inverse, de percevoir comment les individus modifient l'institution.
Avant de présenter ma typologie, je voulais revenir avec vous sur les raisons qui m'ont poussé à poursuivre l'étude de la manière dont les recherches francophones sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées se positionnent vis-à-vis de ces concepts. Donc pourquoi est-ce que c'était intéressant pour moi de reposer la question qu'Isabelle Malon avait déjà posée? Donc ces raisons sont au nombre de 2. Donc une première raison est que de nombreux travaux issus, il me semble, d'une nouvelle génération de jeunes chercheurs, ont été publiés ces dernières années, donc dans ces 20 dernières années, mais avec une accélération plus récente. Et il me semblait percevoir des différences dans leur positionnement analytique et théorique par rapport à la typologie que je viens de vous présenter d'Isabelle Malon. Et il me semblait que l'usage de ces concepts, ou le non-usage de ces concepts, se complexifiait, et je voulais rendre compte donc, de cette complexité. Et la seconde raison, c'est lié intrinsèquement à mon objet de recherche sur les technologies de géolocalisation destinées aux personnes âgées qui vivent en EHPAD. Vous le devinez peut-être, mais mon objet de recherche est porteur, il me semble, d'une double tentation aux analyses critiques en termes d'institutions totales et disciplinaires, et plus largement encore de la sociologie, plus globalement de la sociologie donc goffmanienne dans son ensemble, ou de la sociologie foucalienne ou néo-foucalienne, donc avec notamment les travaux de Gilles Deleuze. Donc en effet, si les références à ces auteurs sont, comme on l'a vu, très présentes lorsqu'il s'agit d'étudier les EHPAD, elles le sont aussi lorsqu'on s'intéresse à la littérature sociologique très importante et prolifique qui existe sur les bracelets électroniques des prisonniers. Donc ça a un sens pour moi de s'intéresser à ces travaux, puisque certains thèmes, ils sont communs entre le milieu carcéral et le milieu médico-social. Donc parmi ces thèmes, et pour reprendre ce que dit Camille Alaria, la relation, donc on compte parmi ces thèmes la relation au corps et à l'objet technologique, mais aussi surtout la question de la virtualisation de la contrainte spatiale et temporelle, ou encore les implications psychiques et relationnelles du port du bracelet électronique. Je vous présente maintenant ma typologie de ces travaux. Donc, depuis le début des années 2000, j'observe une accélération, comme je vous le disais, des publications francophones en sociologie qualitative qui prennent les établissements d'hébergement pour personnes âgées comme terrain ou comme objet. Dans ce contexte, je me demande dans quelle mesure le spectre, entre guillemets, donc pour reprendre ici le terme d'Iris Leuffeyer, comme je vous l'ai déjà dit, donc dans quelle mesure ce spectre critique de l'institution totale et ou disciplinaire structure toujours les recherches sociologiques menées depuis une petite vingtaine d'années. Et donc, je vais essayer de vous montrer en tout cas, que ce spectre est concomitamment dans ce sous-champ, premièrement encore actif, deuxièmement nuancé, troisièmement discrédité, quatrièmement abandonné, et enfin, cinquièmement, analysé. Avant cela, je voulais vous dire qu'il est important de remarquer que le concept d'institution disciplinaire, donc le concept de Foucault, a presque quasiment disparu des travaux publiés depuis ces 20 dernières années. Et seule une référence de mon corpus y fait référence, et c'est le travail de Lyskos en 2004, que je vous présenterai très bientôt. Et elle mobilise, combiné à ce concept d'institution disciplinaire, aussi le concept d'institution totale. Elle mobilise les deux cadres théoriques. Donc, la première catégorie de ma typologie, pensée avec un spectre encore actif. Donc, de nombreux travaux s'inscrivent directement dans les approches goffmaniennes et foucaliennes de l'institution totale et plus rarement, donc, comme je vous le disais, disciplinaires. Ainsi, Lyskos, dans sa thèse sur les aides-soignantes en maison de retraite, montre qu'en institution d'hébergement pour vieillards, donc c'est une citation, soigner, ou plus exactement maintenir en vie, se conjugue avec l'enfermement via la normalisation des individus qui se réaffirment avec l'arrivée de populations plus vieilles et plus lourdement handicapées. Selon l'auteur, les mêmes mécanismes de l'enfermement sont à l'œuvre dans la description de l'hôpital que dans la description de l'hôpital psychiatrique effectuée donc par Erving Goffman dans Asile en 1961, et les maisons de retraite qu'elle étudie isolément, donc les modalités d'isolement, de dépossession de soi, de stigmatisation ou de contrôle de l'individu. Donc c'est des choses qu'elle retrouve sur son terrain. C'est ce qu'elle explique.
Donc les résidents et les résidentes sont pour elles capables néanmoins d'adaptation secondaire, donc c'est les termes de Goffman, c'est-à-dire d'obtenir des satisfactions interdites ou bien des satisfactions autorisées, mais par des moyens défendus. Donc ça veut dire que les individus sont capables d'une marge de manœuvre dans cette institution qu'elle perçoit comme totale et donc en quelque sorte contraignante. Par ailleurs, l'auteur mobilise la référence du panopticon de Jérémy Bertham, donc qui est mobilisé par Michel Foucault. Selon elle, si je cite, nous ne sommes pas dans la figure architecturale du type panopticon, malgré donc la présence de grands vitrages qui font rentrer la lumière, qui renforcent l'effet de transparence recherché et tend à accentuer le sentiment de contrôle et de peur pour ceux qui le subissent, le principe de mise en regard permanent fonctionne en maison de retraite. Elle fait référence également, donc, pour poursuivre cette idée, à un processus de surveillance disciplinaire dont font partie, selon elle, les caméras, l'absence architecturalement de petits espaces conviviaux qui permettraient donc aux résidents de se mettre à l'abri des regards des résidents et de leur famille. Elle parle également du regroupement des pensionnaires les après-midi dans les espaces communs qui participeraient donc de ce dispositif de surveillance. L'intériorisation des personnes âgées à, je cite, rester aux endroits où sont susceptibles de circuler le personnel. Également le gardiennage et la surveillance, qualifiée par l'auteur de passive et diffuse par les aides-soignants et les aides-soignantes, qui est parfois donc déléguée tacitement aux pensionnaires eux-mêmes, les inspections surprises des chambres, la confiscation des clés et enfin l'enfermement, la contention physique et médicamenteuse. Donc ça, c'est la perspective de l'ISCOS, vous l'aurez compris. Donc, par ailleurs, un autre auteur, Mounir Farah, explique dans sa thèse soutenue en 2017, donc plus récente, je cite, que les unités spécifiques à Alzheimer répondent évidemment, selon ses propres termes, aux critères de l'institution totale. Ces unités enferment, je cite, des individus pour une durée relativement longue dans des étages qui les isolent. Elle se compose également de systèmes de codes de sécurité pour la porte d'entrée et l'ascenseur, ainsi que des fenêtres dont l'ouverture complète est rendue impossible par un système de blocage. Elles soumettent ensuite les individus à une vie en commun. Elles règlent chaque instant de la vie des résidents et le but officiel de ces unités est celui d'assurer la bonne santé, le bien-être et la sécurité des résidents. Cependant, contrairement à l'ISCOS, à propos des résidents en maison de retraite, Mounir Farah souligne que les résidents des unités spécialisées à Alzheimer ne peuvent pas être assimilés à des reclus de l'hôpital psychiatrique, car ils ne sont pas en possession de pouvoir jouer un rôle d'adaptation secondaire ou de se mettre à distance du rôle assigné, donc les adaptations secondaires. Donc ça voudrait dire qu'ils subiraient le poids de l'institution totale pleinement sans avoir la possibilité d'avoir ces adaptations secondaires et donc de jouer par rapport à ça. Donc j'ai essayé d'accélérer un petit peu. Donc d'autres recherches ont pour objectif de discuter le spectre de l'institution totale en pensant par rapport à ce dernier, mais en lui apportant des nuances. Donc ainsi, certaines personnes âgées institutionnalisées, mais pas toutes, vivent le poids contraignant de l'institution totale et disciplinaire et le rapportent dans leur discours. Donc pour Valentine Trépied, l'institution n'est pas totale pour tous les résidents et les résidentes. Elle constate donc la forte hétérogénéité des expériences vécues des personnes âgées désignées comme dépendantes. Et elle élabore donc 3 figures idéales typiques des résidents et des résidentes accueillis en EHPAD, s'accepter, se résigner et s'abandonner. Et seule la 3e figure idéale typique appartient à la définition des reclus définie donc par Erving Goffman. Ces personnes, je cite, mettent en avant dans leur discours les aspects les plus totalitaires pour leur identité, notamment l'emprise des professionnels exercés sur eux, leur entière soumission et le sentiment d'enfermement. D'autres recherches donc, qui appartiennent à la catégorie que j'ai nommée « Pensée contre, inspecte, discrédité », dont fait partie le travail d'Isabelle Malon que je vous ai expliqué un petit peu avant, ont pour objectif de discréditer le concept d'institution totale.
Pour cela, donc, les questions des droits et des libertés, mais aussi du processus d'autonomisation des résidents et de responsabilisation des personnes âgées, de leur empowerment et de l'humanisation des institutions et des pratiques professionnelles, sont autant de perspectives qui sont de plus en plus mises au cœur des analyses sociologiques afin de tempérer les références aux concepts goffmaniens et foucaliens. Autrement dit, donc selon ces travaux, les établissements pour personnes âgées ont connu des transformations majeures dont il faut tenir compte dans les travaux actuels. Également, donc, dans cette perspective, le travail de Pierre Nocerino se positionne donc, lui aussi par rapport au concept goffmanien d'institution totale, mais pour lui, l'EHPAD serait une institution communautaire, donc il construit un nouveau concept, et non totale. Donc, pour résumer sa pensée, pour lui, l'institution totale a pour but la normalisation des comportements des personnes accueillies, poursuivant un but de réinsertion dans la société, alors que l'institution communautaire a un autre but, un peu différent. Elle souhaite l'autonomisation et la responsabilisation des personnes âgées hébergées par, je cite, la création d'une communauté où tout acteur peut revendiquer le droit à la négociation d'un ordre institutionnel. Donc Pierre Nocerino précise donc néanmoins que dans les deux situations, l'objectif idéal de l'institution ne parvient pas à être pleinement rempli. Donc ainsi, les prises en charge déshumanisantes de l'institution totale ne permettent pas la réintroduction des reclus dans la société, voire même accentuent leur ostracisation. Et l'institution communautaire, malgré un objectif d'autonomisation des individus, ou de responsabilité, malgré un objectif d'autonomisation, une responsabilisation totale des personnes accueillies n'est pas réalisable étant donné les spécificités de la personne, des personnes accueillies. Je passe donc à la quatrième catégorie de ma typologie, pensée sans, un spectre qui est abandonné. Donc, il y a des travaux qui ne mobilisent pas ces concepts d'institution totale et disciplinaire dans la sociologie d'aujourd'hui pour trois raisons principales. Donc, premièrement, toutes les disciplines un peu cousines de la sociologie, telles que l'ethnologie, la géographie ou l'anthropologie, sont moins enclines à ce type de référence. Donc on peut citer notamment les travaux en ethnographie de Delphine Dupré-Lévesque ou encore les travaux de Nicolas Jeanjou, Éric Ménard ou Laurent Riot, ou encore le mémoire de géographie de Christophe Dubois et enfin le travail socio-anthropologique de Raymond Feuillet. Deuxièmement, les recherches qui abandonnent le spectre de l'institution totale et disciplinaire peuvent s'intéresser à des établissements pour personnes âgées dont la mission n'est pas d'accueillir des personnes dites dépendantes. Donc c'est par exemple le cas, il me semble, de la thèse sur les logements foyers de Anne-Bérénice Zimzak. Et troisièmement, je termine, donc ces deux concepts sont abandonnés au profit d'autres cadres théoriques, notamment les perspectives du care, donc dans le cas des travaux de Molinier, Micheli ou Macrédou, aussi également la sociologie de la famille ou l'ethnologie économique de Solène Bilot, ou la sociologie du travail, notamment dans la thèse de Lucie Le Chevalier-Hurard. Enfin, donc, le cinquième type, travailler sur un spectre à analyser par certains travaux. Donc, enfin, une dernière manière de se confronter au spectre de ces concepts est de les analyser. Donc, dans cette perspective, Iris Loifeyer invite à prendre pour étude ce spectre qu'elle met en évidence. Donc, en ce sens, elle analyse en quoi l'institution totale et disciplinaire est un spectre pour le sociologue, mais également pour le politique et aussi entre les murs des maisons de retraite, donc pour les professionnels qui y travaillent. Et vous l'aurez peut-être compris, c'est dans cette perspective que s'inscrit cette communication. Donc, travailler sur le spectre pour mieux le comprendre, l'appréhender et peut-être le dépasser. Et peut-être que Manon nous donnera aussi sa vision par rapport à ça. Donc je conclus rapidement. À la question que j'ai posée en introduction, peut-on se passer des concepts d'institution totale et disciplinaire pour penser l'EHPAD ?
j'ai essayé de vous montrer 3 choses. Que les récents travaux publiés se positionnent toujours beaucoup vis-à-vis de ces concepts d'institution totale et disciplinaire, surtout de l'institution totale, que ce soit pour l'activer, pour le nuancer, mais également pour le discréditer. Mais il y a toujours un positionnement vis-à-vis de ce concept d'institution totale. Il y a également une deuxième chose que j'ai essayé de vous montrer, c'est que ces travaux ne se positionnent quasiment plus vis-à-vis du concept d'institution disciplinaire. On pourrait se demander pourquoi. Et d'autres approches ne cherchent pas du tout à se positionner vis-à-vis de ces concepts. En somme, il me semble important que les chercheurs soient attentifs au poids de ces concepts dans la sociologie qualitative francophone, quand on fait du terrain, quelle que soit la discipline dans laquelle on est. Donc, dans la littérature anglophone, par exemple, Baptiste Brossard a souligné que le poids de l'institution totale est bien moins important, et cela depuis très longtemps. Donc, en effet, le paysage anglophone des recherches sur les établissements pour personnes âgées s'est quant à lui développé donc, par rapport au travail de Gerber Gumbrium dans Living and Dying at Murray Manor, donc, qui est publié en 1975 et qui est très clairement détaché des travaux goffmaniens et du travail d'Asile, du travail que Goffman a fait dans Asile, et qui met en valeur le pluralisme des points de vue au sein des institutions. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Rebonjour à tous. Donc, comme ça a été dit plusieurs fois, je suis architecte, actuellement doctorante en 3e année de sociologie au laboratoire Pavé, sous la direction de Guy Tapie, qui est professeur de sociologie à l'école d'architecture de Bordeaux, et de Muriel Rinfret, qui est praticien hospitalier et gériatre au CHU de Bordeaux. Donc la communication que je propose aujourd'hui repose sur mon travail de thèse en cours, et sur les premiers résultats que j'ai pu obtenir suite à mon travail de terrain. La question que je souhaite poser ici, c'est de savoir si l'hospitalité peut être un nouveau concept, une nouvelle approche pour penser l'EHPAD, pour penser l'institution gérontologique, et si oui, qu'est-ce que cela peut nous dire des différentes structures étudiées. Donc, ma présentation se fera en 4 temps. D'abord, un premier temps d'introduction et de rappel un peu de mon sujet. Ensuite, finalement, pourquoi parler d'hospitalité, pourquoi je souhaitais aborder ce thème avec vous aujourd'hui. Les configurations d'hospitalité ou déconfigurations d'hospitalité que j'ai pu observer. Et enfin, ce que j'ai appelé les temps de l'hospitalité. Donc en fait, moi, mon travail porte spécifiquement sur les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc pour rappel, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui résulte de l'intervention de plusieurs facteurs, tant génétiques qu'environnementaux, et qui vont, pour la personne malade, impacter et influencer à la fois son rapport à l'espace, mais aussi sa relation à autrui. On trouve deux types principaux de symptômes. D'une part, le déficit des fonctions cognitives, dont résultent entre autres les troubles de la mémoire, qui sont souvent en fait le symptôme associé à la maladie d'Alzheimer, mais pas que. Ça entraîne aussi pour la personne malade une désorientation dans le temps et dans l'espace, une sensibilité accrue aux stimulations de l'environnement. Il y a un deuxième type de symptômes et de troubles qui sont les troubles psychocomportementaux, qui sont en fait des modifications du comportement et de l'humeur, telles que l'anxiété, l'agressivité, la dépression, et qui témoignent à la fois de l'évolution de la maladie, mais aussi de mécanismes mis en place par la personne malade pour essayer d'exprimer ses émotions ou ses sentiments quand elle n'en est plus capable, ou au contraire réagir face à des choses qui ne lui plaisent pas forcément. Donc c'était un choix, c'est assez important de comprendre ça quand on commence à travailler sur cette question de la maladie d'Alzheimer, puisqu'on se rend compte qu'en fait, à terme, la prise en charge et l'accompagnement d'une personne atteinte de cette maladie peut être très difficile à vivre, notamment pour la famille, et que finalement, le choix de l'entrée en institution, en EHPAD ou en unité fermée, s'inscrit véritablement comme un besoin. Et bien que ça reste une situation pour le moins difficile. De ce fait, la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer a depuis de nombreuses années relativement évolué.
longtemps considérée comme relevant de la prise en charge psychiatrique. L'identification progressive de cette maladie chez les sujets âgés a entraîné en fait une prise en charge de plus en plus gérontologique et donc une évolution des modes de prise en charge basés sur l'institution gérontologique et sur l'EHPAD. La mise en place des différents plans Alzheimer depuis les années 2000 a ainsi permis de réfléchir et d'améliorer en fait la qualité de vie des personnes malades. Ça a aussi entraîné une diversification des formes d'habitat et d'hébergement destinées aux personnes malades. Dans le cadre de cette recherche, nous en avons retenu 3 principaux, que sont les unités fermées. Donc on le verra tout à l'heure, on appelle la typologie unité fermée regroupe à la fois ce qu'on appelle les unités Alzheimer, les unités protégées, les unités cognitivo-comportementales. Donc on se base plus sur le modèle spatial pour déterminer cette typologie. Les EHPAD dits spécialisés, donc qui accueillent en leur sein uniquement des personnes qui souffrent d'une maladie Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Et des projets innovants dont on voit de plus en plus le développement, tel que par exemple le village landais Alzheimer en cours de construction dans les Landes, dont vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, c'est donc les 3 typologies que nous avons retenues, et notamment cette dernière catégorie des projets innovants nous fait dire que finalement, le terme d'institution, quand on avait pu utiliser précédemment, ne convient plus forcément aux situations étudiées, de par notamment sa connotation négative, issue, comme Pearl vous l'a pu vous présenter, des travaux de Goffman ou de Foucault. Et pour le reste, on va préférer en fait le terme de structure d'hébergement collective, que l'on va définir comme des lieux qui accueillent pour un temps long des personnes présentant des vulnérabilités, qui intègrent en leur sein des espaces de vie, donc des espaces, la chambre, les salles de bain, les espaces collectifs, mais aussi des espaces techniques et administratifs, et qui organisent les rythmes quotidiens des personnes qui résident dans leur sein et qui payent pour cela. Ce sera donc la définition qu'on va retenir pour le reste de cette présentation. Aussi, on se rend compte donc finalement que si ces structures d'hébergement collectif permettent une prise en charge de la personne malade et de ses troubles, elle va se définir à terme comme un lieu de vie permanent pour la personne hébergée. Donc c'est une solution qui est souvent privilégiée lors de l'avancement de la maladie, à un moment où il devient impossible pour la personne de rester chez elle, de rester à domicile. C'est alors là que l'hospitalité et le sens de la définition de l'hospitalité va pouvoir prendre forme et prendre sens, tel que défini par Anne Gottman, à savoir offrir un chez-soi à un individu, à un groupe qui en est temporairement privé. Alors pourquoi parler d'hospitalité? Donc je vous l'ai dit d'abord par rapport à cette définition et à la contextualisation de cette entrée en institution, mais finalement, en structure d'hébergement collectif, vous voyez même moi, même si je vous l'ai dit autre chose il y a 5 minutes, je reprends le terme. Donc en structure d'hébergement collectif, c'est aussi du coup déplacer ce regard et quelque peu abandonner justement ce spectre de l'institution totale. C'est un propos qui a été défendu par Alain Montadon lorsqu'il parle des hôpitaux psychiatriques, et il dit « Si nous acceptons de faire abstraction des cas extrêmes, mais surtout de préjugés, d'images et représentations stéréotypées, nous devons bien concevoir que l'hôpital psychiatrique est un lieu d'accueil dont la structure et la finalité sont de permettre à des êtres devenus parfois étrangers à la vie, étrangers parfois à eux-mêmes, de trouver un accueil, un espace de repos, de ressourcement et de soins, un abri et un refuge contre les aspérités d'une vie à laquelle on s'adapte difficilement. » J'espère que vous serez d'accord avec moi. Je pense que cette définition et cette contextualisation peut s'appliquer dans le cas des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer lors d'un certain avancement de la maladie. Donc maintenant qu'on a on s'est dit qu'on allait essayer de travailler sur la question de l'hospitalité, comment définir et comment étudier cette question de l'hospitalité? L'analyse de la littérature existante nous a permis de définir cette hospitalité un peu dans une triple approche. D'abord, une approche sociale qui va révéler le statut des personnes hébergées et les droits qui leur sont accordés. L'hospitalité, elle se définit avant tout comme un rapport entre celui qui reçoit et celui qui est reçu. Ce rapport, il est plus ou moins équilibré en fonction des différentes situations, et c'est ce qu'on va étudier.
mais c'est aussi une approche spatiale qui va donner sens aux espaces construits en renvoyant à des logiques d'appropriation et de don d'espace. Dans le cadre qui nous intéresse, c'est aussi une approche thérapeutique. C'est un moyen d'aider la personne à prendre en charge et à l'accompagner dans l'évolution de sa maladie, mais c'est une manière aussi d'accompagner la personne malade et son entourage, puisque c'est une maladie qui impacte aussi énormément l'entourage des personnes, face à l'incapacité aussi actuelle qu'on peut avoir à soigner justement la maladie d'Alzheimer. Donc finalement, ces 3 dimensions, elles vont impacter en profondeur l'hospitalité offerte dans les différentes structures étudiées pour répondre différemment aux besoins des personnes malades. Et les différentes structures vont se développer dans une double logique. D'abord, dans un premier temps, une optimisation du modèle institutionnel, donc du modèle de l'EHPAD que l'on connaît, dans une optique d'amélioration de ce qu'il est face aux critiques virulentes parfois émises à son encontre, et qui va pousser à une adaptation en fait très particulière et très spécifique des conditions de vie pour ce type de population. À l'inverse, on va avoir une deuxième démarche qui va plutôt viser à une révolution totale de ce modèle institutionnel en se rapprochant finalement d'un espace commun à tous qui va redéfinir spatialement et socialement ce que sont ces structures. On le voit alors, nos 3 typologies vont se positionner par rapport à cette dualité entre spécificité et générique. Donc on se propose d'interroger les différentes configurations de l'hospitalité au sein des différentes structures étudiées. Donc ce travail est issu donc de mon travail de thèse. Il repose sur une 50aine d'entretiens réalisés avec différents acteurs des structures étudiées et sur des observations in situ menées durant une semaine au sein des structures pour permettre de mieux saisir en fait les conditions de vie au sein de ces différentes structures d'hébergement collectif. Donc on va voir un peu comment on peut regarder finalement, à part le prisme de l'hospitalité, les différentes structures. La première typologie, c'est la question des unités fermées. Donc on pose la question de est-ce que c'est une hospitalité contrôlée. Ces unités fermées, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elles ont une dimension, une dénomination qui est multiple. On les appelle unité Alzheimer, unité protégée, unité cognitivo-comportementale. Elles ont été mises en place notamment par la mesure 16 du plan maladie Alzheimer, le 3e plan donc, de 2008-2012, qui vise donc à la création ou à l'identification au sein des EHPAD d'unités adaptées pour les patients souffrant de troubles comportementaux. La notion de contrôle, elle doit ici s'entendre dans une double signification. La première, et sûrement celle qui vous est peut-être venue le plus facilement à l'esprit, c'est la notion de surveillance, comme a pu le détailler Pearl dans sa précédente présentation. Qui va limiter et contraindre les personnes hébergées par l'intermédiaire notamment d'un accès sécurisé qui est rarement ou peu souvent remis en question. Mais la notion de contrôle, elle s'entend aussi dans une logique de vérification qui permet d'assurer une certaine qualité de vie. Le développement de plus en plus important en fait, de ces structures a permis aussi, en suivant un certain cahier des charges, d'offrir des espaces adaptés et dédiés aux personnes pour leur permettre d'exprimer les troubles dans une certaine mesure. C'est aussi une logique qui rappelle que la norme et la réglementation, bien que contraignantes et parfois difficiles à mettre en place, sont aussi là pour permettre un certain confort et une certaine qualité de vie, sans bien évidemment oublier qu'il s'agit de voir dans les modalités de mise en place de ces différents éléments. Ce qui est important de rappeler, c'est que les unités fermées sont finalement de toutes petites parties d'un complexe beaucoup plus important qui est l'EHPAD. Donc là, vous le voyez sur le plan masse de cet établissement, où finalement, qui présente là en plus 2 unités fermées. Donc une unité fermée correspond à peu près à cette surface. Donc on le voit bien, c'est vraiment une infime partie. Ce qui fait que la question de cette unité fermée pose la question de la transition et de la limite, de la frontière entre l'unité et le reste de l'EHPAD. Donc ici, je voulais vous faire partager un témoignage d'une personne que j'ai rencontrée qui nous explique qu'il y avait dans l'unité fermée dans laquelle résidait son mari des portes avec des hublots. Et donc les gens qui étaient dans l'aile protégée voyaient l'autre salle à manger et ils n'avaient qu'une envie, c'était de passer la porte. Alors les caoutchoucs, ils avaient dû être neufs à une époque, mais à force d'être secoués. Donc on le voit bien ici, cette question de la transition, elle est vraiment importante et elle renvoie à des logiques d'hospitalité assez différentes.
Les unités fermées, donc en voilà une unité fermée type, elle se développe selon le modèle du Cantou, donc, qui signifie Centre d'activité naturelle tiré d'occupation utile, qui a été mis la première fois en place dans les années 70 dans un foyer pour personnes âgées, à Rueil-Malmaison. L'idée, c'était donc de reprendre en fait l'idée du Cantou, qui en occitan signifie coin du feu, et de proposer un nouveau mode d'hébergement beaucoup plus développé en rapport avec la participation des personnes aux activités quotidiennes. Spatialement, en fait, cette logique du Cantou, elle a eu un impact important. C'est-à-dire qu'on voit en fait les espaces intimes, donc ici les chambres et les salles de bain, les espaces techniques, qui sont à la fois les zones techniques, donc tous les placards, mais aussi ici situées les zones de l'infirmerie ou les choses comme ça, qui vont en fait s'organiser autour d'un patio central avec des coins de sociabilité implicitement définis par l'utilisation du mobilier. Et on voit ici en fait finalement des espaces qui sont très peu utilisés, et souvent quand on demande aux personnes, c'est dédié à la déambulation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais finalement qui sont peu qualifiées en termes d'usage. La deuxième typologie, c'est la question des unités, des EHPAD spécialisés, qui là est une hospitalité qu'on a appelée contrariée. C'est une tentative de faire évoluer donc ce modèle de l'EHPAD et de l'unité fermée pour offrir toujours plus de qualité de vie aux personnes malades. C'est aussi une volonté d'innover qui se retrouve malheureusement souvent confrontée à des impératifs réglementaires ou de moyens. Par exemple, là, donc à l'origine du projet, il y avait une cuisine ouverte qui avait été mise en place dans l'idée de proposer aux résidents, lorsqu'ils le souhaitaient, en fait, finalement, de participer à la préparation des repas, d'aller se servir dans le fréo comme ça. Malheureusement, en fait, le nombre de soignants n'étant pas assez important pour suivre ce projet, on se rend compte que rapidement, en fait, cet espace est bloqué par l'intermédiaire d'un chariot. Je l'ai simplifié, ce sera un rectangle pour nous aujourd'hui, par l'intermédiaire d'un chariot en fait, qui vient limiter l'accès possible à cette cuisine. D'un point de vue spatial, on retrouve un peu le mode d'organisation de l'unité fermée, avec toujours les espaces intimes, les espaces techniques, regroupés autour d'un patio central, avec des espaces de collectivité implicitement définis, et vous le voyez là encore, des zones de déambulation largement développées. Mais l'intérêt des EHPAD spécialisés, c'est qu'ils sont intégrés dans une structure, c'est que ces unités en fait sont intégrées dans une structure beaucoup plus large. Donc là ici en fait on voit une autre zone collective qui permet la collectivité finalement de grands groupes et qui permet de développer un peu plus largement ces questions de sociabilité, ces lieux de sociabilité ou encore l'accès aux espaces extérieurs. La troisième typologie, donc celle des projets innovants, on va parler peut-être plutôt d'une hospitalité un peu plus intégrée, par une volonté d'inverser beaucoup plus fortement le rapport de force au sein de ces établissements, en développant vraiment de manière plus importante le rôle et l'importance de l'habitant en ces lieux. On est face à une intégration sociale et urbaine qui est aussi beaucoup plus importante, avec une volonté d'être vu et de participer à la vie de la cité, et des formes spatiales qui rappellent en fait les formes urbaines que l'on connaît, donc la maison, le village, et qui permettent plus facilement sans doute de s'intégrer dans les différents lieux. Donc là, on est sur le plan de la maison Carpe Diem, donc qui est située à Trois-Rivières au Canada, qui est en fait une maison américaine classique, si l'on peut dire, assez importante malgré tout. Donc on voit ici en fait les espaces intimes, toujours comme la dernière fois. On voit ici en fait les espaces dédiés à la collectivité, donc les moments des repas. Là on a la salle de télévision. Mais ce qui est important sur ce type de modèle, c'est qu'on se rend compte en fait de la multiplicité des usages de ces lieux. C'est-à-dire que finalement, pour un temps, une salle qui présente une table ou dans laquelle vont avoir lieu les repas va se transformer au cours de l'après-midi en salle de réunion et de regroupement pour l'équipe, de même que ce bureau est entièrement accessible aux résidents. Donc finalement, on est sur l'utilisation et les usages plus communs d'une maison avec des temporalités différentes, une multiplicité des usages en ces lieux et une volonté au sein de ce type de projet de réellement effacer progressivement la place du soin et de la prise en charge médicale.
Sur le cas de la maison Carpe Diem, par exemple, on est sur une structuration par niveau, où en fait, au R-1, vous avez la totalité des stocks, donc tout ce qui va être les zones techniques, la laverie, vraiment tout ce qui va participer à la question du soin et de la gestion collective de la maison, pour permettre, en fait, au niveau du rez-de-chaussée, de limiter au maximum la place prise par ces différentes utilisations et par ces zones techniques qui peuvent être assez importantes. Pareil, toujours la même chose, des espaces extérieurs avec l'intermédiaire d'une coursive et un jardin accessible par l'ensemble des habitants. Le dernier temps, donc la dernière partie de ma présentation, c'était la question que j'ai appelée les temps de l'hospitalité. On le voit, donc l'hospitalité, elle se structure à partir de plusieurs situations, de plusieurs approches donc, que j'ai pu développer. Mais Anne Gottman nous dit aussi que l'hospitalité suppose aussi, et peut-être surtout, un dispositif, un cadre, un protocole qui garantit l'arrivée, la rencontre, le séjour et le départ de l'hôte. Cela suppose que l'hospitalité n'est pas que le temps de l'hébergement, qu'elle impacte sur un avant, qui fait appel à la trajectoire résidentielle des personnes, à leur logique d'anticipation, au processus de décision à l'œuvre, qui suppose aussi de mettre en lien la question du domicile et de l'hébergement en structure collective et non plus de l'opposer comme cela peut être encore le cas aujourd'hui. Ça suppose aussi donc, le pendant, les conditions d'accueil et l'intimité, les rapports de collectivité qu'ils peuvent avoir en ces lieux. Et parfois, ça suppose aussi un après. C'est-à-dire que ce qui est assez intéressant dans ce type de structure et ce dont on se rend compte, c'est que si certaines font le choix d'accompagner les personnes jusqu'à la fin de leur vie, d'autres se considèrent comme des structures temporaires et intermédiaires vers autre chose qui permet encore le maintien de l'autonomie et qui est souvent conditionné par la pratique de la marche. Donc qui pose aussi cette question finalement de la place de ces structures dans la trajectoire résidentielle des personnes. Pour conclure, finalement, j'espère vous avoir convaincu que finalement mettre en relation les structures d'hébergement collectif pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et la question de l'hospitalité permet de révéler le regard porté sur une population vulnérable et sur ce que nous sommes prêts à lui offrir en termes de conditions de vie et de conditions spatiales propices à son développement personnel, et qu'il s'agit donc de concevoir ces structures à travers ces trois dimensions que j'ai pu vous développer précédemment. Voilà, je vous remercie. Très bien. Je pense que vous avez pu remarquer que ces deux interventions s'inscrivent clairement dans la réflexion qui traverse actuellement le secteur médico-social. Alors là, on parle de gérontologie, mais pour moi, je travaille par ailleurs dans le champ du handicap et de la protection sociale à l'enfance, et les réflexions sont aussi de cet ordre-là. Et c'est un secteur qui a saisi assez récemment, mais ces quelques dernières années, la nécessité d'évoluer pour prendre en compte, au-delà du besoin présupposé des personnes, ce à quoi elles aspirent. Ça c'est clair, et notamment de passer d'une logique d'hébergement à une logique que la CNSA qualifie de domiciliaire. Je pense que vous avez pu voir dans le dernier chapitre prospectif de la CNSA pour une société inclusive à tous, paru l'été dernier, toute cette dimension. Alors là, on est encore dans une autre approche qui est celle de l'hospitalité. Mais il s'agit en somme de considérer que pouvoir... Ah, vous m'entendez pas, excusez-moi. Ok. Donc il s'agit en somme de considérer que pouvoir habiter, posséder encore un espace, un territoire privé, quel que soit le besoin d'aide, fait partie des besoins fondamentaux des personnes. C'est-à-dire, si vous reprenez la pyramide de Maslow, c'est plutôt en bas. Il s'agit aussi de remettre en question, et ça, ce terme a été dit plusieurs fois, l'amalgame qui, à mon sens, est délétère, qui est fait entre dépendance et perte d'autonomie. Vous avez vu le subtil glissement sémantique qui nous laisse penser que finalement avoir besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne devrait se solder par renoncer à pouvoir vivre selon ses propres règles, ce qui est assez terrible et qui rejoint la question de l'institution totale. La transformation du secteur, elle est en marche. Il n'y a qu'à voir les différents appels à projets qui sont lancés depuis ces 6-8 derniers mois par les agences régionales de santé. Habitat inclusif, EHPAD hors les murs, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, équipes spécialisées Alzheimer. Toutes nouvelles modalités d'accompagnement qui viennent répondre à la demande des personnes de pouvoir vieillir et mourir chez elles.
Et dans cette dynamique, il me semble que les établissements sont à nouveau positionnés comme dernier recours, c'est-à-dire que finalement, en considérant que ce qui est fait n'est pas correspondant aux attentes des gens, eh bien, on se dit très bien, et on est encore de plus en plus dans ces établissements sous le coup d'injonctions paradoxales des pouvoirs publics. On n'en a pas encore parlé, mais il s'agit d'être un lieu de vie, mais d'atteindre quasiment le niveau sanitaire de l'hôpital. Il s'agit de permettre la liberté d'aller et venir, mais surtout de prévenir la totalité des risques, et en plus de respecter un plan Vigipirate. Alors une fois qu'on a fait ça, c'est pas... Il s'agit de promouvoir la bientraitance avec très peu de moyens humains, 0,5 ETP par résident en moyenne, ça fait à peu près 60 minutes au chevet des personnes, c'est 2 fois moins que dans le secteur du handicap d'ailleurs, c'est une question qui est assez intéressante. Et plusieurs autres choses aussi où on assiste à une évolution du public accueilli qui vient remettre en question les EHPAD dans la structuration de leur offre initiale. Au début, ceux-ci se préparaient toujours à plus de dépendance physique. Et les CARSAT ont imposé de plus en plus, vous l'avez vu, des rails au plafond pour limiter les troubles. Bref. Et on se rend compte là, de ces derniers temps, qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent pour d'autres raisons, que ce soit les troubles cognitifs, mais aussi les troubles psychiatriques, mais aussi des accidents de la vie, des personnes qui ont eu un parcours alcoolique, CHERS, des choses comme ça, et qui rentrent en établissement avec finalement des besoins qui sont bien moins centrés sur des actes de nursing, mais davantage sur un accompagnement social. Alors, on se dit, quel sens ça a de continuer à recruter quasi exclusivement des professionnels soignants et puis ensuite, via des multiples formations, de faire en sorte de décentrer leur pratique du soin, de leur faire enlever la blouse. Dans le secteur du handicap, d'ailleurs, y compris dans des maisons d'accueil spécialisées, ils n'ont pas d'aide-soignante, ils ont des accompagnants éducatifs et sociaux. Donc on voit bien qu'on a choisi d'autres types de professionnels pour faire à peu près les mêmes choses. On se pose aussi la question de quel sens ça a de créer une unité spécifique, et Manon l'a bien montré, alors que, selon les études, près de 75% des personnes accueillies présentent des troubles et pourraient bénéficier de ce type de choses. Et plus ça va, et plus on se dit que, bien sûr, on peut réinterroger les pratiques, et c'est ce qu'il est fait constamment, mais on pourrait davantage se réinterroger sur la finalité même des établissements et sur le regard que l'on porte sur le public accueilli. Et on voit bien qu'en fonction de ça, on fait des choses différentes. Alors, il y a une réflexion sémantique qui est très claire. Quels mots employons-nous ? Résident, patient, malade d'Alzheimer. Quels sont les concepts sous-jacents ? Ou plus largement, que vise-t-on et pourquoi ? Et se poser des questions avant d'apporter des réponses. Ah, ce serait la base. Et pour que le changement de paradigme soit effectif, et ça, je reviens sur le chapitre de la CNSA, mais ils disent la chose suivante, il faudrait co-construire les réponses, sous-entendu qu'on ait commencé par poser des questions, avec et pour l'ensemble des parties prenantes, au premier rang desquelles les personnes concernées, et, dans un deuxième temps, ou en parallèle, avancer sur la question du partage des responsabilités et du consentement à la prise de risque pour sortir d'une logique sécuritaire. Ça, je pense que c'est les points qui sont absolument essentiels. Et par rapport aux deux interventions, moi, j'avais 2 questions, et puis après, peut-être, vous pourrez réagir. La première, finalement, Manon, quand on voit le travail qui a été fait, tout cela repose sur le fait qu'il soit malade. Et il y a quand même aujourd'hui beaucoup de travaux qui sont faits et qui remettent en question l'effectivité de cette maladie. Est-ce que les gens sont vraiment malades ? Notamment les travaux de Martial van der Linden qui publie Le mythe d'Alzheimer, enfin toute une série de travaux. Et on se dit finalement ces espaces ils sont adaptés, oui, mais adaptés à quoi ? Et quand on voit les fameux circulations qui s'appellent plus circulation, mais les parcours de déambulation, on se dit c'est absolument incroyable de voir comment on a pu faire d'un symptôme un usage à part entière et des espaces dédiés à ce... Enfin, on se dit ce qui est le plus fou dans l'histoire. Donc ça, c'était ma première question. Et pour vous, Perrin, je me posais la question, vous l'avez un peu évoqué, mais qu'est-ce qui, selon vous, justifie le fait que tout d'un coup, cette notion de disciplinaire ait disparu des travaux, alors même que le juge des libertés dit peut-être que ce serait bien qu'on ait sous notre juridiction les établissements. Voilà, si vous voulez bien répondre à ces premières questions.
Oui, effectivement, la spécificité est marquée par le fait, effectivement, par la présence de la maladie. Parfois, souvent, en plus, on se rend compte que les personnes hébergées n'ont pas forcément reçu un diagnostic clair et précis. C'est-à-dire qu'on est parfois aussi sur des personnes dont on suppose qu'ils ont une maladie Alzheimer ou une maladie apparentée. Donc, effectivement, ça pose question justement sur cette ambivalence entre la spécificité d'un lieu et le côté générique, et sur effectivement la remise en question notamment de ces parcours de déambulation qui, en plus, lorsqu'on observe, pour avoir passé quelques temps au sein de ces différentes structures, on observe que finalement, quand les gens vous disent oui, mais parce qu'en fait, ils aiment bien se promener, c'est vrai, ils y passent un certain nombre de temps, mais on se rend compte que en étant dans ces lieux pendant plus de 12 heures d'affilée, on se met nous-mêmes à faire ce parcours parce qu'en fait, il n'y a pas forcément autre chose à faire. Donc, ça remet aussi en question la qualité de ces espaces. Alors après, peut-être qu'effectivement, j'ai des premiers symptômes de maladie d'Alzheimer, mais je me suis retrouvée effectivement à faire ces parcours au sein de ces lieux. Et on se rend compte que si effectivement la déambulation peut être un symptôme, parce que chez certaines personnes, on se rend compte qu'ils ont quand même ce besoin de marcher. Il ne faut pas pour autant le remettre en question. Il s'agit plutôt de questionner en fait la qualité du parcours qu'on leur offre et la possibilité finalement de certes déambuler, mais en rencontrant du monde, en intervenant, en arrivant par exemple sur des espaces collectifs, pas forcément en revenant toujours sur le même point, sur le même circuit. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est fortement questionné. Il faut que je pense Alors, je suis bien embêtée, parce que c'était la question que je vous avais justement soumise un peu en conclusion. Donc, oui, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on abandonne davantage le concept d'institution disciplinaire par rapport à l'usage du concept d'institution totale qui est encore largement utilisé. Donc pourquoi est-ce que Foucault est abandonné et pourquoi est-ce que Goffman continue à se positionner par rapport à lui? Donc j'ai pas de réponse vraiment très claire. Justement, ça m'interroge aussi. Est-ce que c'est peut-être la disparition de la punition, ou en tout cas... Peut-être que c'est une perspective encore plus critique ou plus lourde. Je sais pas vraiment. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était dans le cadre de mon objet de recherche sur ces technologies de géolocalisation où on perçoit toute l'ampleur justement de la contrainte, du disciplinaire, avec des sujets de thèse qui me semblent, ou de travaux plus globalement, qui ont tendance à s'intéresser à des nouvelles expérimentations. Tu nous as parlé de Carpe Diem, on va parler des EHPAD à domicile, aux résidences-services, à toutes ces nouvelles choses où finalement il y a moins de contraintes, ou en tout cas on essaye de penser la contrainte différemment. Et moi j'arrive avec un sujet de thèse où la contrainte elle est là, on la sent. Et du coup ce qui était intéressant pour moi dans cette thèse, c'était de montrer toutes les ambiguïtés. Et donc moi je parle de tension. C'est le point que je n'ai pas pu développer avec vous aujourd'hui, mais de faire des tensions un concept sociologique pour penser toutes les ambivalences qui sont présentes dans ces institutions, dans les missions qui incombent à ces institutions. Et donc montrer aussi en quoi même l'usage d'un dispositif a priori, et des objets, d'un usage d'objets technologiques a priori très contraignant, comment est-ce que finalement à l'intérieur de l'usage de ces objets et de la manière dont se déploie le dispositif, il y a plein de subtilités et c'est propice à l'étude de ces discours autour des tensions qui sont présentes dans ces institutions entre protection et contrainte, surveillance et liberté, etc. Et donc voir, puisqu'il y a eu plein de discours médicaux, médiatiques, politiques, marketing évidemment, et donc étudier tous ces discours pour percevoir toute l'ambiguïté des injonctions contradictoires,
perçus comme dilématiques sur le terrain. Et donc voilà, étudier tous ces discours et l'impact que ça a sur le terrain. Ça, c'est le but de ma thèse, mais qui n'est pas évident. Et du coup, aussi, tout l'intérêt de mettre bien au clair tout ce poids des concepts autour de l'institution totale et disciplinaire. Voilà. La notion d'hospitalité, effectivement, est assez complexe. Sur les travaux qui relèvent de la migration en ont beaucoup parlé. L'idée, c'était plus essayer de s'en saisir pour essayer de replacer, de regarder un peu différemment cette approche qu'on pouvait avoir des établissements. Alors, du coup, je ne sais pas dans quel spectre je vais me positionner à terme, mais effectivement, c'est quelque chose, un sujet un peu dangereux aussi à saisir et à utiliser. Après, c'est peut-être aussi se dire que réintégrer la notion d'hospitalité peut permettre de construire un peu la réflexion un peu différemment en se rappelant les fonctions en fait, et la finalité de ces structures et de ces établissements qui effectivement imposent un cadre. Parce qu'on est sur une prise en charge collective. Je ne sais pas si... Oui, mais est-ce que ce n'est pas là le problème ? Enfin, cette question de la fonction, en fait, est-ce que l'hospitalité part du principe même que finalement, on est là pour héberger ? C'est-à-dire que ça, c'est le paradigme de base. Donc, parce qu'on les héberge, la question, c'est comment est-ce qu'on va les héberger le mieux possible. Mais moi, ce que je dis, mais pourquoi on les héberge ? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas continuer à habiter malgré tout ? Oui. Et dans quel cas, s'ils habitent, moi, j'accompagne beaucoup les professionnels et je leur dis qui est chez qui. Oui. Et dans le cas de qui est chez qui, s'ils sont habitants, c'est peut-être les personnes qui ont l'hospitalité envers les soignants qui sont dans leur territoire. Mais là, parce qu'on part du principe que qui est chez qui, les professionnels sont clairement chez eux et les résidents on est bien gentils, on a l'hospitalité de les accueillir. En fait, ça part de cette question de base, quoi. Ça part du principe qu'ils sont hébergés, ça c'est acquis, mais pourquoi c'est acquis ? Alors, effectivement, mais c'est aussi l'intérêt d'utiliser la notion d'hospitalité, c'est-à-dire que moi je donne l'idée de l'hospitalité sans dire, tout à l'heure je dis le rapport entre celui qui reçoit et celui qui est reçu, sans préciser en fait réellement de qui je parle. Et c'est notamment pour ça sur les projets innovants que je parle d'une inversion du rapport de force en fait justement entre ce qui est communément admis, à savoir que celui qui reçoit est la personne soignante et la structure, et celui qui est reçu est la personne hébergée. Donc c'est bien aussi ça l'enjeu d'utiliser le terme d'hospitalité, c'est finalement de s'interroger sur qui donne l'hospitalité à qui. Avec la question de la temporalité. Tout ça, c'est un peu complexe par rapport au cadre juridique, au cadre législatif. J'ai été directrice des établissements pendant 15 ans. Et en fait, vous passez votre temps à vous demander quelle est la loi que vous allez enfreindre ce matin. Parce que vous en ferez obligatoirement une ou deux par jour, parce qu'elles sont contradictoires. Et quand vous parlez d'hospitalité, il y a effectivement la loi 2002 qui dit que le résident est chez lui. Voilà. Mais il y a le droit du travail qui dit attention, et puis il y a l'hygiène, la sécurité qui dit donc c'est compliqué à faire. Voilà. Et je me rappelle toujours d'un médecin de l'ARS qui était venu me rencontrer et qui me dit de manière un peu péremptoire, madame, ils sont chez eux. J'ai écouté très bien, ils sont chez eux, alors vous allez peut-être m'aider. Comment je fais pour les autoriser à fumer? Puisqu'ils sont chez eux, ils ont le droit de fumer dans leur chambre. Mais la loi, j'ai oublié le numéro, XYZ, interdit de fumer dans les locaux. Donc je dis, quel âge je quoi? Ah oui, c'est bon. Donc ils ne sont pas chez eux, pas complètement. Ah, voilà, donc c'est effectivement, le cadre juridique ne permet pas de dire l'hospitalité, oui, ils sont chez eux complètement. Voilà, c'est pour ça, pour les EHPAD, je parlais d'hospitalité contrariée, parce qu'effectivement, on est sur cette question-là, notamment de cette complexité. Et les projets innovants, d'un autre côté, s'ils arrivent, on va dire quelque peu, des fois, à se sortir de cette réglementation par leur statut un peu innovant, ont aussi des problèmes après pour la concrétisation et la durabilité du projet, parce que justement, à un moment, ils doivent rentrer dans le cadre. Et c'est notamment même le cas de Carpe Diem au Canada qui est confronté à exactement les mêmes problèmes, quoi. Mais c'est sûr que c'est
c'est un enjeu sur cette ambivalence entre la réglementation, enfin cette tension entre la réglementation, ce que les soignants, ce que les équipes ont envie de mettre en place et on souhaite mettre en place. Et je pense effectivement que c'est un problème. Oui, parce que quand vous parlez de structure disciplinaire, ça me fait battre un peu le cœur, parce que je suis pas bon. Mais c'est vrai aussi que si je prends l'exemple de la cigarette, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans l'établissement qui fumaient et qui sont obligées d'arrêter de fumer de manière hyper contrôlée. Donc on confisque les paquets de cigarettes qui sont cachés et on autorise à les fumer dehors sous contrôle. Mais c'est pour le bien de tous, on ne fait pas ça parce qu'on est des tortionnaires. Hein, on fait ça parce qu'on se dit voilà, il faut préserver la sécurité du collectif. Donc, oui, moi je vais bien dire deux mots. Du coup, je trouve ça très intéressant ce que vous dites. Et donc moi, dans ma thèse, les deux choses qui s'opposent, c'est l'obligation de sécurité, donc autour de la question de la liberté d'aller venir, enfin des circulations des résidents en EHPAD. Donc c'est l'obligation de sécurité d'un côté et le droit fondamental de l'autre à aller et venir pour les résidents. Et donc c'est toute cette comment est-ce que sur le terrain on est confronté à cette injonction contradictoire-là et à ce dilemme, enfin, ce qui est construit comme étant un dilemme sur le terrain et comment est-ce qu'on fait, voilà, comment on fait au mieux, et c'est vraiment la question que j'essaye de décortiquer. Moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que j'ai été confrontée dans le cadre de ma thèse où l'idée c'était de rendre les établissements un peu plus comme à la maison. Et donc, sur des questions de sécurité incendie, oui, mais vous pouvez pas parce que ça, c'est pas aux normes et tout. Et là, on a commencé à se dire, aux normes, quelles normes? Moi, ça faisait déjà 5 ou 6 ans que j'accompagnais les établissements, on avait acheté 1000 trucs, jamais personne nous avait posé la question de la norme. Et donc, on a commencé à faire un travail avec un bureau de contrôle, et là, on s'est rendu compte qu'il existe sur des tas de sujets la norme que les gens ont dans la tête, et puis la norme qui existe en vrai. Et que quand bien même cette norme a été assouplie, c'est-à-dire on est passé du type U qui était le type hôpital au type J, c'est-à-dire quand même un certain nombre de contraintes ont entièrement disparu suite à une grande mobilisation des directeurs du secteur pour pouvoir faire plus. La norme s'assouplit, mais les pratiques restent identiques au type U. Et au nom de quoi? On ne sait pas, et ça va jusqu'à la tête du comptable qui ne veut pas acheter l'horloge tant qu'il n'aura pas le PV coupe-feu nanana de l'horloge, ce qui n'a absolument aucun sens, parce qu'en parallèle, ils ont encore le vieux meuble de la confrérie des bonnes sœurs, là ils se sont jamais dit tiens, on n'a pas le PV coupe-feu. Et on se rend compte que sur ces questions-là, y compris sur la question des repas thérapeutiques, on peut pas. On voit qu'il y a des établissements qui, comme de par hasard, sont en capacité malgré tout de mettre en œuvre des tas de choses et de faire participer les gens, et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que la norme dans la tête, elle n'est pas exactement au même endroit. Et moi, je vous invite, en ce qui concerne la norme, à lire Légifrance, et on va chercher les textes de loi un par un. Que nous dit la norme? Eh bien, le droit français, et alors on est dans les institutions, moi j'ai été toujours très frappée, on part du principe que tout ce qui n'est pas formellement autorisé est interdit. C'est pas comme ça en France, le droit est opposable, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, et vous allez voir que la marge de manœuvre, elle est très grande. C'est-à-dire que c'est comme si les institutions s'étaient elles-mêmes soumises à leur mode de fonctionnement, où, est-ce que c'est autorisé? Je réponds, attendez, est-ce que c'est interdit? Ah on ne sait pas. Si c'est pas interdit, c'est autorisé. Mais par principe de précaution, on dit non, sauf que ça, je vous invite vraiment, il faut que ça soit très clair. Moi, je crois que la marge de manœuvre, elle est grande sur le plan réglementaire. Parce que les textes de loi sont très clairs, si tant est qu'on sort de ce qu'on a entendu un jour, de ce qui est aux normes et pas aux normes. Moi, les pompiers, tous les jours, je les ai en commission de sécurité, ils me disent ça, c'est pas aux normes. Ah oui, la norme, quelle norme? On cherche l'article. Si, ça, je peux le mettre. Ah d'accord. Et on se rend compte que même les spécialistes, même ceux qui vous soumettent à ces injonctions, ne sont pas au fait de la loi qui est applicable. Et là, il y a besoin un peu d'expertise, à mon avis, pour dire non, ça, c'est pas vrai. Oui, mais en dehors de la norme, il y a aussi la responsabilité qui pèse sur le directeur d'établissement. Il y a des gens qui sont de plus en plus procéduriers, avec des familles de plus en plus procédurières, et du coup, le principe de précaution... Mais à ce moment-là, devant un juge, qu'est-ce qui sera retenu? La réglementation. Oui, mais il faut aller devant un juge. Ouais. C'est quand même violent. On est d'accord. Bien sûr. Un professionnel qui met son dynamisme, son dévouement au service de structures, d'une équipe de résidents tous les jours et qui va devant un juge, c'est dur, même si au final il finit par avoir raison, parce que les lois vont lui donner raison.
Mais je suis d'accord avec Madame Mirail que c'est la procédure, et c'est ce qui a fait que j'ai quitté ce métier-là, moi. C'est pas le groupe dans lequel j'étais, c'est pas les résidents que j'adorais, c'est pas les équipes qui étaient nécessaires, c'est les familles qui m'ont usé. Voilà, donc qui tous les jours revenaient avec leur récrimination perpétuelle et n'entendaient pas. Mais ce que je disais tout à l'heure là, sur la question du partage des responsabilités et sur le consentement à la prise de risque, moi il me semble que c'est des choses qui doivent être écrites clairement dans le contrat de séjour. Hein, c'est un contrat, un contrat ça dit bien ce que ça dit. Et je pense que tant qu'on n'aura pas inscrit ces choses-là dans le contrat, vous et moi, on accepte. Moi je connais des établissements qui accueillent des personnes atteintes de troubles cognitifs qui sont ouverts, entièrement ouverts, et qui ont inscrit, on s'engage, vous et moi, à faire le pari de la liberté, et vous et moi, et tout le monde signe, la famille, vous et moi, on accepte le risque qui va avec. Et ça, je crois que cette question de dire que c'est un mensonge peut-être de faire penser qu'une fois que les gens seront là, les gens y rentrent parce qu'ils sont tombés plein de fois. Les familles arrivent et disent « mais je comprends pas maintenant qu'il est là, comment ça se fait qu'il continue à chuter ?» Comme si l'établissement allait magiquement faire disparaître le risque de chute. Je crois que le fait de ne pas dire dès le début que de toute façon le risque il continue à exister, la question c'est comment est-ce que on partage la responsabilité, c'est pas comment on évite le risque, parce que le risque, il est inhérent à la vie. Hein. Vivre, c'est risqué. Hein. Eh bien, je pense que c'est plutôt sur ces sujets-là qu'il faut se battre, plutôt que de continuer à nourrir le fantasme que rentrer là, c'est se prévenir de tous les risques. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Mais c'est en ça que je dis, il faut être, à mon avis, très clair sur qu'est-ce qu'ils achètent. Ils se dédouanent de leur culpabilité. En payant, ils se dédouanent de leur culpabilité. Juste pour rebondir, il y a des directeurs qui ont été condamnés, même si la famille était d'accord. Donc c'est toujours un peu compliqué pour un directeur de famille. Je suis donc médecin coordonnateur d'un petit EHPAD de plus de 500 lits en Bordeaux. Je voudrais rebondir sur les deux interventions. Sur l'hospitalité, parce qu'effectivement, si on a plus de 500 lits, c'est que nous sommes issus d'une histoire d'hospice. Notre établissement qui est hospitalier, il porte bien son nom, et nous sommes issus d'une histoire d'hospice, et en fait, l'établissement a essayé de s'adapter au fur et à mesure. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout le même temps, et que donc on a toujours l'impression qu'on est en retard. Donc on a une partie de l'établissement où nous avons évacué l'habitat des châteaux, des différentes donations, c'était plus du tout adapté. On est encore dans des vieux bâtiments des années 1970, sur les plans des années 50. On a un bâtiment récent de 5 ans qui est plus du domaine accueil Alzheimer, mais qui est presque déjà dépassé, parce que la problématique actuelle, qui sera peut-être dépassée dans 5 ans, c'est l'accueil. Il y a le côté hospitalier, et je rebondis sur ce que vous disiez de nouveaux publics. C'est-à-dire qu'on retrouve cette notion d'hospice qu'on avait il y a un siècle, et du coup on a besoin de garder cette nécessité d'hospitalité, d'hébergement, et du coup là vraiment d'accueillir des personnes qui vont être chez eux. Avec la contrainte de l'habitat collectif quand même, on retrouve les difficultés des bailleurs sociaux. Mais on a également besoin de s'adapter de plus en plus à la demande sanitaire. Elle nous est imposée par les agences régionales de santé. Et là, on voit bien que ce côté sanitaire existe toujours. On en revient donc à l'hospitalité sur les malades. Et même l'accueil de malades Alzheimer a évolué parce que tous les projets qui étaient pour les handicaps cognitifs légers sont déjà dépassés parce qu'en fait, l'accompagnement à domicile s'est amélioré. Et maintenant, c'est le handicap cognitif sévère, donc en fait, avec une perte, pas d'autonomie, de motricité. Je veux dire que les établissements ont vraiment besoin de s'adapter. Et je pense, a priori, nous sommes en train d'essayer de faire un petit projet pour 358. Et on est en train de se dire, les EHPAD de demain, on nous demande de sortir aujourd'hui, les EHPAD de demain, sachant de toute façon le concept, dans 5 ans il sera peut-être dépassé, et c'est pour un accueil de 25 ans. Donc il sera sûrement dépassé. Pose sur nos épaules de soignants, dites-nous ce que vous voulez pour les EHPAD de demain. Oui, bien sûr, les gens vont essayer de faire des champs, déjà, parce que les gens vont y habiter. Après, donc c'est un petit peu compliqué cette notion d'hospitalité sur le temps long qui a besoin de s'adapter à la santé et à des contraintes, des paradoxes, et je voulais proposer une réponse sur les concepts liberté, sécurité, ben, précaution, sécurité, on peut trouver d'autres domaines. Lorsqu'on est dans une réponse individuelle, on va peu aller sur la liberté. Dès qu'on est dans du collectif, on se rend compte qu'on réglemente et que ça devient. La liberté n'est plus une liberté, mais une sécurité. Et on le voit bien, nous, dans le domaine sanitaire.
l'hygiène individuelle se transforme en contrainte hygiénique, et qu'un infirmier à domicile peut très bien faire une prise de sang de manière rapide et simple en utilisant des méthodes d'hygiène minorées, et à l'inverse, vous allez dans un établissement en réanimation, vous êtes obligé d'avoir des règles, des contraintes qui sont plus liberticides que hygiéniques. Donc c'était peut-être une proposition, sachant que je suis ni sociologue, ni ethnologue, ni pas médecin. Je vous remercie, je suis désolée, on a dépassé le temps imparti.